Voilà. Merci Fred, merci tout le monde, bonsoir et bienvenue à Rijan. Merci d'être là pour nous présenter. Votre micro est fermé, Président. Non, mais c'est l'enregistrement. On attend l'enregistrement. Oui, c'est bon, c'est bon. Ah, le micro est fermé et puis j'avais fait. L'enregistrement a déjà démarré, désolé. Alors, merci, pour le suivi. Avec moi dans le jury, j'ai mon collègue Jules Paris Saint-Martin, qui est le directeur de mémoire, et Dr Fred Selimène, le rapporteur. Sans plus tarder, on va passer la parole à Rijan, parce qu'il a travaillé sur un sujet assez intéressant, intitulé Microfinance et développement en Haïti et incidences socio-économiques sur les dynamiques entrepreneuriales locales. Rijan, tu as 10 minutes pour nous faire ta présentation. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous salue. Je salue également les autres membres du jury. Je suis là ce soir pour défendre mon mémoire de Master 2 ayant pour thème Microfinance et développement local en Haïti, incidences socio-économiques sur les dynamiques entrepreneuriales locales. Alors, pour cette présentation, 4 points seront abordés. Dans un premier temps, je vais essayer de faire une mise en contexte. Dans un deuxième temps, je vais essayer de vous présenter la problématique de mon travail. En troisième lieu, je vous présenterai les résultats qui sont en fait obtenus à partir de cette étude. Et enfin, une conclusion. Alors, je dois vous dire que, en effet, depuis des décennies, il y a un débat qui, en fait, je dirais, qui s'installe dans le monde. Et ce débat s'accentue surtout sur la question de développement économique local. Alors, je dois vous dire que dans le processus de développement, eh bien, ce débat met l'accent surtout sur la prise en compte des réalités locales dans le processus de développement. Il y a pas mal d'auteurs qui sont adhérés à ce débat et qui croient que, en fait, il est absurde de penser au développement sans l'implication et la participation active des acteurs locaux. Il y a aussi certains auteurs qui pensent que, avant même de penser au développement global, il faut d'abord penser au développement local. Que ce soit à l'échelle nationale ou locale, eh bien, la question de développement fait appel à la notion de financement. Le grand problème, c'est qui va financer ce développement. D'autres acteurs impliqués dans ce débat croient que le développement, particulièrement sur le plan socio-économique, ne peut être effectif sans l'économie sociale et solidaire. Parlant de l'économie sociale et solidaire, eh bien, on se réfère surtout aux institutions de microfinance. Que ce soit cette institution soit de type mutualiste, que ce soit cette institution soit de type coopératif, ou du moins de type non coopératif. Certains auteurs considèrent même la microfinance comme étant l'un des outils les plus promoteurs pour le développement économique local. Mais ce débat ne s'arrête pas là. Il est aussi contradictoire puisqu'il y a pas mal d'auteurs, en fonction de leur constat, qui disent que, ou bien qui affirment que les institutions de microfinance tentent de plus en plus à s'éloigner de leur mission. Il faut rappeler que la mission principale des institutions de microfinance
est surtout basé sur le principe de solidarité, le principe d'entraide, ou du moins le principe coopératif. Alors que l'on peut constater que aujourd'hui, les institutions de microfinance s'appuient surtout sur le principe capitaliste qui tendent à la recherche du profit. C'est pourquoi, dans le cadre de ce travail, nous voulions explorer l'impact réel de la microfinance sur le développement économique local en mettant particulièrement l'accent sur les dynamiques entrepreneuriales locales. D'où notre sujet de recherche, microfinance et développement local en Haïti, incidences socio-économiques sur les dynamiques entrepreneuriales locales. Notre volonté de comprendre mieux l'implication des institutions de microfinance sur les dynamiques entrepreneuriales locales et aussi l'insuffisance des études menées sur les incidences socio-économiques des institutions de microfinance sur les dynamiques entrepreneuriales locales sont entre autres l'ensemble des raisons qui nous ont motivés à travailler sur ce sujet. C'est en ce sens que la problématique de notre travail de recherche s'articule autour d'une question de recherche ainsi formulée. En quoi les actions des institutions de microfinance dans leur rapport avec les différents opérateurs locaux influencent les dynamiques entrepreneuriales au niveau des communes d'Haïti. Ainsi, nous avançons aussi comme hypothèse que l'apport des institutions de microfinance dans le développement local en Haïti stimule fondamentalement la croissance économique des initiatives entrepreneuriales des secteurs tertiaires et secondaires et est peu significatif par rapport à celle du secteur primaire au niveau des communes haïtiennes. Notre objectif principal dans le cadre de ce travail, c'est de faire ressortir les impacts de la microfinance sur le développement économique local. De cet objectif principal, trois objectifs spécifiques sont fixés. Entre autres, premièrement, montrer comment la microfinance participe à la création et à la dynamisation des entreprises au niveau local. Et deuxièmement, montrer l'impact de la microfinance sur l'autonomie financière des femmes. Il te reste 4 minutes. Il te reste 4 minutes. Alors, pour atteindre cet objectif, nous avons privilégié surtout la méthode d'échantillon où l'on a questionné 384 chefs de ménage. Les résultats obtenus à partir de cette étude montrent que 62% des crédits octroyés par les institutions de microfinance sont canalisés au secteur tertiaire, tandis que 21% sont canalisés au secteur secondaire, alors que seulement 15% sont alloués au secteur primaire, ce qui nous permet de confirmer notre hypothèse. Les résultats montrent aussi que les institutions de microfinance participent activement à la création et à la dynamisation des entreprises au niveau local, comme c'était fixé comme objectif, puisque 93% de la population ont l'habitude de solliciter des crédits, alors que 17% pour la création d'entreprises et 40% pour l'agrandissement de leur entreprise. Alors, nous pouvons dire que notre deuxième objectif est atteint. En dernier lieu, nous pouvons aussi affirmer que la microfinance a un impact significatif sur l'autonomie financière des femmes, puisque parmi l'ensemble des crédits qui sont octroyés par les institutions de microfinance, 56% sont octroyés aux femmes et 43% sont octroyés aux hommes, avec un écart de 12%. Donc, en termes d'apport, nous pouvons dire que ces données peuvent contribuer à enrichir la littérature scientifique sur une telle thématique. Ce travail aussi peut être considéré comme étant un point de départ dans la quête de compréhension des incidences socio-économiques effectives du microfinancement sur les dynamiques entrepreneuriales locales. Alors, pour finir, je crois que ce travail n'est pas parfait. Par contre,
il a ses limites. C'est pourquoi il y a pas mal de recommandations qui sont faites dans le cadre de ce travail. Mais je voudrais surtout insister sur le fait que, en fait, pour d'autres recherches, eh bien, on pourrait prendre en compte des données chiffrées auprès des institutions de microfinance, particulièrement les institutions locales, afin qu'on puisse vraiment mesurer eh bien, la croissance économique, la création d'emplois qui sont enregistrés grâce aux crédits octroyés par les institutions de microfinance. Merci beaucoup. Merci à M. Louis pour sa présentation. C'est vrai que il a dû accélérer un peu parce qu'il avait pris beaucoup de temps à vraiment, il a pris son temps à parler de plein d'autres choses. Donc voilà, merci. Et sans plus tarder, je passe la parole au rapporteur, le docteur Fred Célimène. Et par la suite, ça va être le tour du directeur de mémoire, docteur Jules-Marie Saint-Martin. Professeur Célimène. Merci, Monsieur le Président. Merci à l'Impétran pour son exposé. Il a parlé vite parce qu'il avait un peu de pression, c'est vrai. Mais il aurait pu gagner du temps. Tout ça, ça rentre dans le jugement de la prestation orale. Je pense que tu aurais dû aller directement dans tes résultats. Tu vois, dans ce que tu as trouvé, dans l'impact de la microfinance sur le développement local. Tu aurais dû aller directement l'impact. Voilà les deux impacts que je voulais. Sur les secteurs, sur les femmes, etc. Bon, et ça te prend les 10 minutes. Parce que les autres éléments, bon, on les connaît assez. Alors, ta présentation orale, bon, je crois qu'on n'a pas grand-chose à te reprocher. Tu es allé au galop très vite, tu es allé très vite vers la moitié de ton exposé. Mais c'est dès le départ, quand on fait en économétrie, il ne faut pas attendre le milieu ou la fin pour accélérer. Il faut dès le départ qu'on aille à l'essentiel. On a un plan qui nous dise voilà le plan qu'on va suivre, mais mon exposé oral doit porter sur l'essentiel. Et quand je dis l'essentiel, donc c'est mon apport, mes résultats, ce que j'ai apporté de plus. C'est ça l'essentiel. Bien sûr, il y a un peu d'introduction, mais tu l'as fait un peu trop longue, ton introduction. Mais tu as une bonne présentation, une bonne diction, une bonne prestation, je n'ai pas de problème là-dessus. Mais utiliser, optimiser le peu de temps qu'on nous donne. C'est une denrée rare, le temps. C'est une denrée rare quand on doit exposer. Que l'on expose une thèse, qu'on expose dans un meeting ou dans une conférence, c'est la denrée la plus rare, c'est le temps. D'accord? Alors donc, mais merci tout de même pour ta prestation. Je trouve que tu as de très bonnes références bibliographiques, tu as de bonnes références, même si je déplore que certaines références qui se trouvent dans le corps du texte, je ne les retrouve pas dans ta bibliographie. Je pense que tu sais, et on te l'a dit lors des séminaires de formation au mémoire, que les auteurs qui sont indiqués dans le corps du texte, que ce soit dans l'introduction jusqu'à la conclusion, c'est le faux, eh bien, on doit les retrouver dans sa bibliographie. Ta bibliographie est bien présentée, il n'y a pas de problème, sauf que tu oublies certains auteurs qui sont dans le corps du texte. Mais des très bonnes références. Ensuite, toujours sur la forme, bon, comme beaucoup d'étudiants, tu es arrivé avec ta forme à toi. Tu as fait 2 chapitres. Le premier chapitre a une section, il n'y en a pas 2.
Le deuxième chapitre, il y a 2 sections, mais 9 sous-paragraphes. Donc, ça n'existe pas dans les documents de présentation que nous t'avons soumis. Donc, vraiment, tu as inventé des numérotations de paragraphes. Tu as inventé des numérotations de sous-sections, on ne sait pas, des 1.1, des 1.4, des 1.6. Je ne sais pas d'où ça sort, tout ça. Si tu avais vraiment le canevas à côté de toi, tu n'aurais pas fait de telles erreurs, parce que ça n'existe pas dans le canevas que tu as sous la main. Ces choses-là n'existent pas. Donc, vraiment, tu as fait 2 chapitres alors qu'on se dit qu'avec 4 chapitres, ça suffit largement. Mais toi, tu as pris 2 chapitres en donnant 9 paragraphes à ta deuxième section. Alors que ça aurait pu être fait autrement. J'insiste sur le fait que quelqu'un qui maîtrise bien son sujet, arrive facilement à articuler un plan équilibré et cohérent. Si tu maîtrises bien ton sujet, tu dis dans le premier chapitre, je mets ça, le deuxième chapitre, je mets ça, le troisième, je mets ça, et le quatrième, je mets ça. Et je me mets au boulot. Quand on maîtrise bien son sujet, il n'y a pas de problème d'élaboration de plan équilibré et progressif. Donc ça, tu vois, cette forme envoie un mauvais signal sur le fond. C'est ça qu'on dit à chaque fois à nos étudiants. À chaque fois, on dit à nos étudiants, soignez la forme parce que la forme renvoie de l'info sur le fond. D'accord? Donc, on est amené à se dire, maîtrise-t-il le sujet avec un plan tel qu'il a fait? Et j'ai l'impression, en t'écoutant, tu maîtrises assez ce que tu dis. C'est ça qu'un jury est perdu dans ce genre de choses. Le travail rendu avec des formes complètement déséquilibrées. Un étudiant qui fait une prestation orale relativement claire, propre et très nette. Et on se pose la question, mais est-ce qu'il a voulu se foutre de nous, quoi? Parce qu'il pouvait faire mieux dans la présentation, dans sa présentation de son document. Il pouvait faire mieux. En l'écoutant, il pouvait faire mieux. Mais quand on t'écoute, il est trop tard. Tu as déjà rendu ton document. Ensuite, tu es toujours sur la forme qui est vraiment pas très bien. Tes titres sont très, je sais pas moi, tes titres sont toujours trop longs. Tu as des titres, on dirait un paragraphe. Tes titres, on dirait un paragraphe. Tu vois, ton chapitre 2, par exemple, qui est où, je ne sais plus, je crois qu'il est à la page 27, ton chapitre 2, je trouve que tu as exagéré, on ne fait pas un titre aussi long. Tu fais un titre qui te permet d'envoyer une information sur le contenu, et puis le chapeau de ton chapitre, le chapeau va nous dire exactement ce que l'on va trouver dans ce chapitre. Tu vois, par exemple, le chapitre 2, il dit incidence socio-économique effective des institutions de la microfinance sur les dynamiques entrepreneuriales communales. Ah. Et donc, moi, j'aurais carrément mis les IMF, les institutions de microfinance, les IMF et les dynamiques entrepreneuriales communales. Et puis, le chapeau que tu as bien fait, d'ailleurs, à l'occasion, mais le chapeau nous dit ce qu'on va trouver dans ce chapitre. Hein? Donc, moi, je crois qu'il faut revoir. Et même, j'ai pris un exemple, mais même dans tes sections sont longues, les titres de tes sections sont longs. On dirait une phrase. Donc, il faut revoir la notion d'intitulé. Alors,
je vais te poser une question pour lancer le débat. Est-ce que parce que tu ne le dis pas de façon claire, mais là je touche au fond, hein, pourquoi les femmes bénéficient plus de la microfinance que les hommes? Parce que j'ai vu que tu as cité un auteur dans le corps de ton texte sur cette question, mais que je ne retrouve pas dans ta bibliographie. Pourtant, c'est un auteur clé sur la question. Mais tu le connais, puisque tu l'as cité dans le corps du texte. Mais que je ne retrouve pas dans la bibliographie. Alors, pourquoi les femmes bénéficient plus? Ou parce que c'est un phénomène cumulatif. Ceux qui bénéficient initialement du microcrédit reviennent très souvent pour refaire un microcrédit. Très, très souvent. Et pourquoi ce sont les femmes plus que les hommes qui profitent le plus du microcrédit? Et si tu peux à l'occasion nous rappeler le père de cette analyse, hein, concernant le microcrédit qui bénéficie plus aux femmes que les hommes. Donc voilà ma première question qui va entraîner d'autres en fonction de sa réponse, Monsieur le Président. Merci pour ces remarques. J'espère que l'étudiant il a une bonne note. Tout à l'heure, il pourra faire sa réplique. Tout de suite, on passe la parole. Je me demande, je préfère faire mes remarques avant de passer la parole au directeur de mémoire, si le collègue le veut bien. Jude? D'accord, aucun problème. D'accord, je ne vais pas revenir sur tout ce que le rapporteur a dit. Et c'est vrai, parce que je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un mémoire de chapitre. Ça, je n'ai jamais. Vraiment, c'est la première fois. D'accord? Et pourtant, il y a tellement d'éléments à l'intérieur. Et c'est pour reprendre les propos du docteur Célimène. Oui, il y a des éléments intéressants, mais la forme indique que l'étudiant ne maîtrise pas, ne possède pas totalement son sujet. Donc, ça veut dire que je t'invite à vraiment reprendre le texte parce qu'il y a des éléments, les éléments sont là, mais ils sont très mal présentés. Ce qui renvoie à un problème, puisque la forme va agir sur le fond directement, de cohérence. Comment peut-on être cohérent et proposer uniquement 2 chapitres? Tandis que tu as vraiment des éléments, tu as même été sur le terrain, tu as des éléments d'illustration et tout. Donc, tu ne peux pas nous faire ça. On t'invite. Heureusement, à l'IUS, la soutenance sert également pour l'étudiant à prendre des notes et par la suite à corriger. Et je rappelle, si aucun document qui ne respecte pas les normes, et si un document ne respecte pas les normes de préférence, il ne sera pas autorisé pour le dépôt final. Le dépôt final sera, même si le directeur donne un avis favorable, mais le conseil académique peut décider de ne pas accepter si les corrections ne sont pas portées correctement. Donc, j'invite, et ceci, ce n'est pas que pour toi, Jean, je parle en général et pour au moins informer le grand public sur le modèle de l'IUS. Alors, je veux surtout m'attarder sur ta bibliographie. Et en lisant, j'ai eu un échange avec un collègue ce matin, on dirait une volonté de ne pas considérer tout ce qui a été produit sur Haïti, tout ce qui a été fait comme recherche, comme travaux. Moi, c'est dommage, c'est dommage, c'est fort dommage, puisque je sais qu'il y a pas mal de choses, de publications sur Haïti, sur la réalité haïtienne. Et juste pour donner un exemple, personnellement, j'avais coécrit un ouvrage avec le docteur Horace Guillaume.
Hein? C'est un ouvrage qui traite de l'entrepreneuriat, justement, par rapport à une problématique de développement territorial. Hein? Un ouvrage publié en 2019. Hein? Donc, il a des références qui datent de 2007. Hein? Je ne comprends pas parce que c'est vraiment, il y a tout un développement après cette période où on parlait de développement local, où ça se résumait ça se rapprochait dangereusement du développement endogène. Hein? Ça se rapprochait dangereusement du développement endogène. Donc, cette conception-là, aujourd'hui, il faut vraiment l'actualiser par rapport à la littérature. Cette littérature, d'ailleurs, tu as cité un auteur qui est considéré comme l'un des premiers à vouloir alerter sur les choses. Par exemple, tu as cité quelqu'un comme, je vous dis le nom tout de suite, comme Thor, c'est pas Thor, et quelqu'un qui traite du développement territorial, territorial comme Péqueur, et tu as cité, même si ces travaux-là sont en tout cas très anciens, les travaux de Péqueur, et d'ailleurs sur le développement local, ça date de 1989. On est en 2024. On se demande s'il n'y a pas voilà. Donc, il faut actualiser, à mon avis. Heureusement pour toi, dans ton argumentaire, et on sent bien cette volonté de considérer ou d'actualiser les éléments qui, en tout cas théoriques, sur le développement local. Aujourd'hui, on ne peut pas toujours avoir reprendre ces gens de référence. Sinon, peut-être rapidement pour faire un dépassement, rapidement pour montrer en quoi tel ou tel travail a su poser un cadre, et tout de suite après, il y a tout un développement théorique sur la notion. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle mieux de développement territorial. On parle plus de développement territorial. D'ailleurs, il y a un concept pour montrer la différence rapidement. D'ailleurs, si tu avais lu notre ouvrage, tu allais voir vraiment ce changement-là de paradigme. On parlait d'acteurs locaux. À cette époque, quand on prend développement local, acteurs locaux, dans le développement territorial, on parle d'acteurs localisés. Ce n'est pas la même chose. Acteurs localisés, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire que le développement du territoire dépend de l'ensemble des ressources et des acteurs mobilisés et mobilisables en vue de transformer le territoire, y compris les pratiques de ces acteurs-là. Vous voyez, donc c'est vraiment c'est ce qui manque, et je me demande pourquoi, et si tu as la réponse, ça ne veut pas dire que tu dois obligatoirement aller lire mon texte pour pouvoir l'insérer. Et d'ailleurs, le premier auteur de cet ouvrage, c'est le docteur Horace Guillaume, notre texte. Donc, je pense que ce que tu développes là, notamment en matière dynamique entrepreneuriale, ben ça a été très bien travaillé. Et il y a d'autres publications dans le domaine, en la matière, sur vraiment cette question de dynamique entrepreneuriale. Et je t'invite aussi à considérer les travaux de Paul Bénédicte, docteur Paul Bénédicte, dans ce domaine-là. Donc, c'est ça qui manque. Je trouve que les références sont là, tes références sont correctes, mais du point de vue local, de notre réalité, je ne sais pas si c'est une volonté d'ignorer ce qui a été produit et publié, je ne sais pas, mais bon, si tu as la réponse, merci, mais vraiment, je m'interroge moi-même sur, quand je tombe sur ces genres de choses, c'est comment pour d'autres étudiants, il y a des mémoires de master, même des thèses de doctorat,
qui sont rédigés, publiés, par exemple, mais dès que c'est sur Haïti, etc., on dirait qu'ils ont oublié que c'est effectivement les documents les plus importants qui devraient être des documents centraux pour vraiment permettre de montrer l'apport, de démontrer l'apport du travail. Si on ne regarde pas ce qui se passe dans la réalité, comment peut-on justifier l'apport de son travail? Donc, j'invite, bon, c'est une remarque pour toi, Richard, mais j'invite tout le monde à vraiment changer de cette mentalité-là parce que ça ne va pas permettre vraiment, véritablement, d'apporter une contribution parce qu'on risque de répéter les mêmes choses. Alors qu'il y a un tel qui avait abordé telle chose de telle manière en prenant en compte la réalité haïtienne, moi, je veux aborder la question différemment. Ça déjà montre l'apport du travail et non pas se contenter d'ailleurs, et je m'arrêterai là-dessus, il y a des collègues qui aiment bien dire avec beaucoup de fierté et Haïti selon Bourdieu, Haïti selon Proudhon. Mais Proudhon, il ne le sait pas, il ne connaît pas Haïti. Haïti selon Marx. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il est temps de considérer la réalité et de travailler sur des éléments qui peuvent nous aider à mieux éclairer cette réalité-là. Voilà, je m'arrêterai là. Monsieur le directeur, cher collègue, docteur Jude-Marie Saint-Martin, voilà, tu as la parole. Donc, merci au docteur Providence et également aux remarques du docteur Célimène. Et je trouve que les remarques sont pertinentes. J'ai commencé à accompagner monsieur Louis en avril 2024. Donc, monsieur Louis avait un sujet de mémoire, il avait un thème, un sujet. Mais j'avais essayé au premier moment de l'encadrer. Donc, peut-être de corriger donc, la problématique, d'essayer de cadrer donc, son sujet. Mais il est vrai que M. Louis montrait donc, une maîtrise de la thématique des finances. Mais même quand il avait la volonté donc, de travailler sur le rapport entre microfinance et développement local, mais il avait une certaine méconnaissance de la notion de développement local. C'est pourquoi je lui avais appuyé donc, dans la lecture de certains auteurs et parlant donc, du développement local et essayer d'établir des rapports dans son cadre théorique entre la notion de financement et développement, voire de développement local. Mais je dois dire que c'est un étudiant très appliqué, donc il est réceptif. Lorsqu'on lui donne de faire un travail, donc il s'amène immédiatement donc, à réaliser donc, son travail. Ils vont contacter régulièrement donc, pour prendre votre feedback en tant que directeur de mémoire. Il est vrai que donc, M. Louis-Jean, déjà, je crois, 5 jours, du moins une semaine avant le dépôt de mémoire, m'avait envoyé donc, un draft de ce mémoire-là. Mais il y avait normalement 3 chapitres, donc je dois l'avouer. Mais en travaillant avec M. Louis-Jean, donc il y avait certains manquements, surtout en termes de contenu, en termes de constitution des chapitres. Parce qu'à mon avis, si on a un thème de recherche, le contenu des chapitres doit refléter normalement les concepts, ou du moins c'est fondamentaux de votre thème de recherche. Donc, à mon avis, il y avait le deuxième chapitre n'était pas pertinent par rapport au thème de recherche de l'étudiant, mais en même temps, il y avait des éléments intéressants. Donc, je lui avais conseillé donc, de mettre les éléments du 3e chapitre dans le 3e, donc, etc. Donc, je ne m'en souviens pas. Et c'est moi qui lui avais conseillé. Après la soutenance, je crois que, je pense que M. Fred ou bien Christophe Providence, je ne sais pas,
aller voir donc cette faiblesse et on peut apporter des corrections. Donc, après la soutenance, bien sûr. Mais, globalement, je trouve que c'est un travail bien fait, qui accepte des faiblesses. Surtout, M. Louis-Jean a fait un travail de terrain, donc monstre. Donc, je pense qu'il faut considérer donc, ce travail de terrain. Certes, je lui avais proposé d'ajouter dans sa méthodologie des outils de statistiques explicatives, par exemple la régression logistique, pour lui permettre de mieux expliquer donc, le rapport entre le microfinancement et le développement socio-économique local en Haïti. Mais ça a été difficile pour lui. Et normalement, il y a la situation du pays qui n'a pas favorisé les choses. Peut-être j'avais prévu de lui rencontrer physiquement, personnellement, afin de lui accompagner comment construire le modèle et ensuite comment mettre ça, donc saisir les données sur SPSS et interpréter les données. Mais malheureusement, donc, la situation du pays n'avait pas permis donc, un tel procédé. Donc, c'est pourquoi il a priorisé l'option pour l'interprétation de ces données des outils de statistiques descriptives. Mais globalement, donc, je pense que c'est un étudiant très appliqué et qui va tenir compte des remarques. Et au prochain dépôt de son mémoire, je pense qu'il va déposer un document beaucoup plus potable. Merci, Monsieur le Président. C'était là ma principale remarque donc, sur le travail de mon étudiant. Bon, merci. Là, sans plus tarder, on passe la parole à l'étudiant qui dispose, je regarde. Bon, ben, tu as 10 minutes. Hein, je te laisse beaucoup de temps pour réagir sur tout ce qui a été dit. Oui, Jean, tu as la parole. Ton micro est fermé. C'est bon. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je vous remercie sincèrement pour vos remarques pertinentes. D'abord, le docteur Fred Sélimène pour ses remarques pertinentes. Mais malheureusement, j'ai eu du mal vraiment à écouter l'intervention du docteur Sélimène. Il y a un petit problème de sonorisation. Je ne sais pas est-ce que c'est de son côté ou de mon côté. Mais je crois que l'enregistrement sera disponible. Je pourrai vraiment écouter les remarques afin de les prendre en compte pour apporter les éléments de correction. Je voudrais justement lui demander est-ce qu'il pourrait reprendre pour moi la question qu'il a posée parce que je n'ai pas vraiment entendu est-ce qu'il s'agissait vraiment d'une question. Si oui, je pourrais la noter et vous donner le Oui, vas-y, Fred. Non, je te disais que tu nous dis. Tu m'entends là bien maintenant? Non, pas du tout. Tu m'entends pas? Christophe, tu m'entends bien? Je t'entends bien pourtant. Et comment toi tu n'entends pas? Peut-être que le problème c'est de l'autre côté. Mais il ne faut pas utiliser 10 appareils quand même. Il ne faut pas utiliser plusieurs appareils. Donc je disais pourquoi ce sont les femmes qui bénéficient le plus de la microfinance. Pourquoi? Et quel est le père qui a de cette analyse? Tu n'as pas entendu? Pourquoi est-ce que, je reprends pour toi, voilà. Pourquoi est-ce que ce sont les femmes qui bénéficient plus de la microfinance? Pourquoi? Et puis, comme tu as parlé d'un auteur qui aurait dit ça, c'est lequel qui a dit ça? Parce que moi aussi, je suis curieux de savoir.
Merci beaucoup pour cette question. En fait, pourquoi ce sont les femmes qui bénéficient beaucoup plus de la microfinance? Alors, je dois vous dire, dans le département du Sud-Est, particulièrement au niveau des 3 communes dans lesquelles notre étude a été réalisée, en fait, les activités commerciales, et si vous regardez dans mon document, vous allez voir que, en fait, il y a beaucoup plus de femmes qui, en fait, les crédits octroyés, en fait, sont canalisés surtout dans le secteur du commerce, et c'est effectivement les femmes qui réalisent majoritairement ces activités dans ces 3 communes-là. Donc, il semblerait que les femmes sollicitent beaucoup plus de crédits au niveau des institutions de microfinance, et généralement, en fait, si vous regardez dans mon document, vous allez voir que la grande majorité des crédits qui sont octroyés, alors qui sont sollicités, ils sont octroyés, c'est à plus de 88%. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles on pourrait dire que puisque la grande majorité des crédits sollicités sont octroyés, et ce sont les femmes qui sollicitent ces crédits-là, donc on pourrait considérer ça comme étant la raison principale pour laquelle ce sont les femmes qui bénéficient beaucoup plus des crédits au niveau des institutions de microfinance. Ton micro est fermé, Fred. Vas-y. C'est pas ce que Younous, qui est l'auteur, le père de cette affaire, prix Nobel, hein, Nobel, c'est pas ce qu'il dit, hein, c'est pas parce qu'il y a plus de femmes. Voilà, donc tu as compris. Bon, parle Fred et après je vais répéter. Non, vas-y, je dis. Tu m'entends, Régent, tu m'entends? On ne dirait pas. Bon. Ça passe vraiment mal. Ça passe vraiment Mais mal. comment c'est toi qui ne m'entends pas? Pourquoi? Pourquoi c'est toi qui ne m'entends pas? Bon. Pose la question, Fred. Je vais vous mettre ça dans le chat, comme ça. Non, ouais, j'ai dit Younous, qui est le prix Nobel là-dessus et qui a posé le problème. Eh bien, c'est pourquoi il parlait de phénomène cumulatif. Il y en a plus. Pas plus de femmes qui demandent. C'est vrai qu'il y a le fait que ce sont les femmes qui ont les petits commerces, hein, les petites marchandes qui demandent des sommes plus basses, plus faibles. Alors que les hommes, déjà, qui sont dans d'autres activités, réclament des sommes plus importantes. C'est vrai, il y a cette dimension. Puisque dans les petits commerces, les femmes qui ont des petits commerces dans les marchés, au bord de la rue, c'est vrai en Inde, c'est vrai en Afrique, c'est vrai en Haïti, hein, ce sont les femmes, c'est vrai, elles sont nombreuses comme ça. Mais pourquoi elles ont tendance à le demander? C'est pourquoi parler de phénomène cumulatif. C'est parce qu'elles ont une probabilité plus forte d'avoir une réponse positive. Mais pourquoi elles ont une réponse positive? C'est parce qu'elles ont atteint un niveau de crédibilité en amont qui leur permet d'avoir l'acceptation au crédit. Je m'explique. Il est vérifié que les femmes sont plus sérieuses dans le remboursement du crédit. C'est vérifié. Elles sont plus sérieuses dans le remboursement. Elles sont plus régulières dans le remboursement de crédit. Et donc, quand on vous a fait un crédit et que vous respectez les échéances, mais tout naturellement, on vous redonne. Et c'est pourquoi tu as beaucoup de femmes qui reviennent, qui demandent. C'est parce qu'elles ont une probabilité d'acceptation beaucoup plus élevée. Elles savent qu'elles vont l'avoir, donc elles demandent. Mais elles savent qu'elles vont l'avoir. Pourquoi? C'est parce qu'elles ont atteint un niveau de crédibilité, puisqu'elles ont montré que contrairement aux hommes, elles sont beaucoup plus respectueuses, des échéances, mais deux, l'objet pour lequel elles ont obtenu le microcrédit, eh bien, l'objet est respecté. C'est-à-dire, elles ne font pas autre chose
avec l'argent que ce pourquoi on le leur a donné, on le leur a attribué. Elles sont sérieuses non seulement dans l'échéance, mais dans l'objet du crédit. C'est un peu ça que je voulais dire. D'accord. Alors, Rigent, si tu n'as pas bien... Alors, si tu as un problème avec ton écouteur, dans ce cas-là, tu auras l'enregistrement. Est-ce que tu peux passer aux autres questions? Mais je crois que le docteur Célimène a donné assez d'éléments pour que tu puisses aller voir de ce côté-là et pourquoi pas quand tu vas surtout faire l'interprétation, puisque tu as à peu près constaté ce phénomène-là et peut-être tu auras intérêt à considérer ces deux aspects-là, ce phénomène cumulatif. D'accord? Donc voilà, je te repasse la parole pour continuer avec ta réplique. Voilà. Ton micro est fermé. Merci beaucoup, docteur Célimène, pour votre réponse. Alors, je dois vous dire que c'est un paramètre qui n'a pas été pris en compte dans notre étude. C'est peut-être aussi l'une des limites de notre recherche. Donc, je crois aussi que, en fait, ce paramètre pourrait être fait l'objet d'une autre étude également pour voir, du moins pour comprendre effectivement pourquoi les femmes bénéficient beaucoup plus de crédit que les hommes. Alors, j'ai aussi noté, en fait, les remarques qui ont été faites sur la littérature, ou du moins le contenu même du document, à savoir la quantité de chapitres. Je crois que l'encadreur a fait son intervention là-dessus. Il a expliqué effectivement, en fait, dès le début, j'ai envoyé un document au docteur Saint-Martin. Il m'a fait des remarques, comme il l'a dit, et m'a conseillé effectivement de réduire la quantité de chapitres en 2 seuls chapitres. Mais ça a été au départ, je crois que ça a été au nombre de 4 chapitres. Alors, il y a aussi des remarques qui ont été faites sur la question d'actualisation et aussi sur, en fait, docteur Providence m'en a parlé. Il m'a demandé est-ce que c'est une volonté d'ignorer les documents qui sont produits par les auteurs haïtiens. Je dois vous dire, monsieur Providence, que ce n'est pas une volonté, mais de préférence une question d'accessibilité. En fait, je ne sais pas, mais à Jacmel surtout, les écrits de nos auteurs, en fait, il n'y a pas vraiment un endroit où l'on pourrait vraiment trouver les documents qui sont produits par les auteurs. Il y a des étudiants qui ont acheté l'ouvrage. Entre-temps, c'est vrai que je n'ai plus de stock, hein, parce que l'idée, ce n'est pas de vendre des ouvrages, au moins, c'est de pouvoir mettre le fruit de nos recherches à disposition, hein, de nos jeunes. Donc, il y a des gens, je pense que quand on fait une recherche, c'est un conseil que je te donne, mais c'est valable pour les autres également. Eh bien, une recherche, c'est jamais quelque chose de privé. C'est jamais un secret. Hein, quand on travaille sur telle thématique, il y a des camarades, tu as d'autres personnes qui réfléchissent. Eh bien, il faut également demander, etc., etc. Donc, je pense qu'à Jacmel, il doit y avoir au moins une dizaine de personnes que je connais, hein, qui pourraient te passer l'ouvrage. Voilà. Mais bon, et ça veut dire que tu ignorais l'existence de ces... C'est ça, hein, voilà, c'est ce que j'avais en tête. Hein. Je me suis dit, mais c'est pas possible de travailler sur une thématique pareille, dynamique entrepreneuriale, sans au moins chercher à connaître les auteurs qui, pas forcément haïtiens, des auteurs qui ont travaillé sur ce phénomène-là en Haïti. Ce n'est pas forcément des auteurs haïtiens. Ça peut être Fred qui avait travaillé sur Haïti, ça peut être quelqu'un d'autre qui aurait travaillé sur Haïti. D'accord? C'est vrai, il faut prendre en compte ce qui a été produit, par exemple, les autres étudiants. Hein, même d'ailleurs, tu as accès à thèse.fr, il y a des publications, hein, sur Haïti dans le domaine. Hein. C'est comme, par exemple,
ton directeur de mémoire, eh bien, il a rédigé sa thèse sur Haïti, comme moi, comme beaucoup d'autres. Mais il faut aller voir ce qui existe sur Haïti. Il ne faut pas, d'un revers de main, ignorer ou balayer tout ce qui a été produit sur Haïti. Voilà ce que je voulais te faire comprendre. Voilà, merci beaucoup, docteur Providence. Alors, je voulais justement souligner pour vous qu'il ne s'agit pas d'une volonté manifeste d'ignorer les documents produits par les Haïtiens. Mais je dois vous dire aussi que dans le document, il y a pas mal d'autres auteurs qui ont produit des documents sur Haïti. Je peux citer par exemple le docteur Marie Saint-Martin, qui est aussi cité dans le document. Alors, pour finir, j'ai noté aussi les remarques sur la bibliographie. Je me rends compte effectivement qu'il y a certaines références qui sont mentionnées dans le corps du texte et malheureusement... Excuse-moi, Richard, je me permets. Eh bien, dans le document, je ne vois pas du tout, docteur. Alors, le travail de Jude-Marie Saint-Martin, peut-être c'est moi. Peut-être c'est toi qui n'avais pas ajouté son nom dans la... Alors, je fais exprès. Hein? Comme ça, ton directeur sait que tu n'as pas mis dans la bibliographie. Bon, je ne vois pas ce que tu me dis là. Effectivement, c'est ça. Donc, c'est mentionné cette référence est mentionnée dans le corps du texte. Malheureusement, j'ai omis mentionner ça dans la bibliographie. Donc, ouais, je l'ai dit déjà, il y a des auteurs dans le texte qui ne sont pas dans la bibliographie. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, j'ai noté toutes ces remarques. Je vais les prendre en compte pour pouvoir vraiment finaliser le travail. Voilà, c'est ça mon intervention. Voilà, donc, entre 30 secondes, maximum 1 minute, docteur Jude-Marie Saint-Martin, est-ce que tu as des choses à dire rapidement? Non, pas tellement. Je pense que les remarques sont pertinentes et M. Jean-Louis doit tenir compte de ces remarques-là. Et à coup sûr, parce qu'il est un étudiant à la fois très appliqué et réceptif, donc je pense qu'il va apporter les corrections nécessaires. Très bien. Alors, Fred, le rapporteur, est-ce que en moins d'1 minute, est-ce que... Voilà. Ton micro est fermé, Fred. Micro fermé, ouais. Moi, ce que je propose à l'étudiant, c'est à partir de travail aussi intéressant, de prendre un peu de hauteur, de mettre à côté de lui le canevas de présentation de mémoire et de réarticuler son travail, hein, de regarder pour qu'il fasse les 4 chapitres et les sections et les paragraphes tels qu'indiqués dans le canevas de présentation des mémoires. C'est les pages 11 à 15 où on déroule la présentation. C'est ce que je lui demande de faire parce qu'il y a du matériel très intéressant dans son travail. Exactement. Donc, il faut apprendre. Et c'est là aussi ce qu'on attend de nos étudiants. C'est pour ça qu'on se donne beaucoup de peine à produire des choses. C'est pour mieux encadrer nos étudiants. Alors, Rijan, moins d'1 minute, qu'est-ce que tu souhaites nous dire? Moins d'1 minute. Rijan? Alors, il ne me reste qu'à vous remercier, messieurs les membres du jury, particulièrement mon encadreur, le docteur Jude-Marie Saint-Martin, pour son accompagnement. Je vous remercie tous et je vous promets que ces remarques seront prises en compte pour vraiment finaliser le travail. Merci beaucoup. Eh bien, voilà, merci tout le monde. On met fin à la journée de soutenance. Rendez-vous demain, n'oubliez pas, c'est jusqu'à samedi. Hein?